Bonjour, nous sommes dans l'exposition Picasso-Rodin au Musée national Picasso Paris et nous recevons aujourd'hui Pierre-Michel Menger, professeur au Collège de France et sociologue du travail créateur. Bonjour. Bonjour. Un des propos de l'exposition Picasso-Rodin était de montrer que Picasso et Rodin avaient tous les deux un même rapport à la création qui était profondément expérimental. Et on articule ici le parcours de l'exposition Musée national Picasso Paris autour des processus créatifs, en quoi Picasso et Rodin avaient tous les deux été à l'aune d'un certain nombre d'inventions, de convergences artistiques dans leur travail créateur. On a souhaité montrer dans l'exposition qu'il s'agissait davantage d'une rencontre artistique plutôt que d'une rencontre historique. On n'a aucune preuve que Picasso et Rodin se soient jamais rencontrés, aucune preuve avérée en tout cas, mais on observe dans leur travail et dans leurs œuvres un certain nombre de convergences dans la manière de faire. Je crois l'un des propos majeurs de cette exposition, ça n'est pas d'entrer dans le labyrinthe des influences et des influences réciproques. D'ailleurs, Rodin aurait été soustrait au jeu puisqu'il est dans la phase terminale de sa carrière quand Picasso vient à Paris et commence à le découvrir lui-même. Il est possible que Picasso lui-même ait pris en quelque sorte modèle sur certains comportements de Rodin. Et comme Picasso a été un très grand prédateur de tout ce qu'il voyait, quand il arrive à Paris en 1900, évidemment, il est tout de suite saisi par l'imagination créatrice de Rodin. Mais ce qui est plus important, c'est effectivement ce comportement expérimentateur qui est très visible chez les deux artistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans la modernité, s'attaquer à, par exemple, des grands sujets comme la figure humaine ou le portrait ou la sculpture, mais la renouveler avec des matériaux, des tentatives et sans aucune inhibition. Ça, c'est tout à fait frappant. Rodin est un homme qui n'a pas une culture intellectuelle très sophistiqué, mais il a un sens de saisir au vol ce qui se présente à lui, l'intervention du hasard, un nez qui casse et il joue avec et il rebondit, modeler la figure humaine sans du tout rechercher la grâce et à un moment ou un autre savoir comment décomposer la sculpture, la fragmenter, la recomposer, recombiner. Et Picasso, c'est la même chose d'une certaine manière, sans faire de relation trop directe, mais tout de même, c'est décomposer la figure, la bouleverser et essayer sans arrêt. Essai et erreur, c'est le propre de l'expérimentation artistique, mais quand elle devient consciente d'elle-même et qu'elle consiste à en faire une attitude constante dans une carrière, c'est très frappant. Et je crois qu'on a ici beaucoup d'éléments qui permettent de nourrir visuellement cette réflexion sur qu'est-ce que c'est que le comportement créateur? Qu'est-ce que c'est que l'art d'inventer? D'ailleurs, les deux artistes cherchent eux-mêmes à comprendre comment ils inventent. Un des grands problèmes des artistes, c'est de se dire je me faciliterais beaucoup la vie si j'étais moins incertain de ce qui va arriver et en même temps j'ai besoin de cette incertitude dans le processus pour être stimulé par l'expérimentation. Et Picasso rêvait qu'on le filme, non pas pour voir les séquences successives d'une œuvre, c'est Guernica, mais pour comprendre comment son cheminement mental fonctionne. C'est toujours la même histoire. Et Rodin, c'est à peu près la même chose d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Picasso disait je m'intéresse davantage au mouvement de ma pensée qu'à ma pensée elle-même, en fait. On a vraiment une création qui procède par rebond, qui évolue d'un motif à un autre. On travaille d'ailleurs beaucoup dans l'exposition sur cette question de la sérialité, sur le fait qu'une œuvre ne détient pas en elle-même tous les ressorts du motif créateur. En fait, on ne peut comprendre une idée qu'à travers toutes ces variations. Voilà. Et il y a cette idée vraiment d'un renouvellement continu des formes chez Picasso et chez Rodin. Et vous parlez de série.
il est très très évident que dans l'attitude créatrice de Picasso comme de Rodin, on voit de temps à autre des tentatives qui sont très en rupture avec ce qui s'est fait avant, ou des grands projets qui tout d'un coup, dans lesquels l'artiste se lance à corps perdu et peut éventuellement multiplier les essais, les travaux préparatoires. C'est le cas par exemple des Demoiselles d'Avignon qui ont suscité à peu près 500 travaux préparatoires de tous ordres, esquisses, études, etc. Et parce que cette œuvre-là, à un moment donné, doit faire une impression très forte. Et donc, ce sont des moments clés dans une carrière, et les artistes ont conscience qu'il faut passer par des stades où on change en quelque sorte de registre. On ne se prolonge pas dans une séquence qu'on a déjà pratiquée, mais on veut expérimenter autre chose. Et puis, il y a d'autres moments où on procède en quelque sorte en tirant le bénéfice de quelque chose qu'on a réussi à mettre au point, mais tout en conservant la puissance expérimentale de la série et de la variation, c'est-à-dire qu'on ne va pas répliquer simplement. Picasso dit lui-même, il n'y a rien de plus détestable que de s'imiter soi-même. Et donc la série ne doit pas être ça non plus, mais elle doit exploiter quelque chose. C'est toujours les deux attitudes. Dans une attitude créatrice, il y a l'exploration, et à un moment donné, on peut exploiter les bonnes idées qu'on a eues, et un système, une réussite qu'on a réussi à mettre au point, on l'exploite jusqu'à un certain point, et Rodin est de cet ordre-là, enfin pratique un peu dans ce sens-là aussi. Donc vous voulez maintenant parler de la question de l'inachèvement, qui est un des traits communs entre Picasso et Rodin. Picasso disait achever, c'est détruire, et on perdait l'élan vital qui avait sous-tendu la création. Quand on y a posé le point final, Picasso s'abstenait de signer ses œuvres parce qu'il disait vouloir les laisser dans cet état de continuelle progression, en fait. L'idée que s'il achevait totalement sa création, elle perdrait sa vie inhérente en quelque sorte. On consacre dans l'exposition une section à l'inachèvement, perçu comme le non finito, et on convoque une troisième figure dans le dialogue Picasso-Rodin, qui est la figure de Michel-Ange, qui est une référence pour Picasso comme pour Rodin dans cette perspective de l'inachèvement. Oui, le motif de l'inachèvement est un... J'ai consacré 2 cours à ce sujet-là, comment achever une œuvre, et je me suis beaucoup intéressé au cas de Picasso comme de Rodin. Donc votre exposition me permet de retrouver des problèmes familiers. Et la référence à Michel-Ange est très présente chez les deux, effectivement, parce que Michel-Ange est fameux pour avoir en quelque sorte mis le non finito en avant sur des motifs très particuliers. Parfois c'était des motifs tout à fait contingents. Il n'avait pas le temps de finir une œuvre, ou il la laissait inachevée parce qu'elle ne satisfaisait pas, ou bien le pape lui avait exigé quelque chose qu'il ne voulait pas faire. Mais dans d'autres cas, c'est assez délibéré, et c'est une manière de dire le processus créateur peut être supérieur à un état déclaré nécessaire de terminaison et de perfection de la fin et de la forme. C'est l'art classique qui cherchait la perfection dans l'achèvement complet. Il n'était pas question de laisser des œuvres inachevées, même si dès la Renaissance déjà, comme l'avait montré le grand historien André Chastel, on pouvait jouer avec le fragmentaire, l'hybride et l'inachevé aussi. Mais le motif de l'inachèvement a fait un bond extraordinaire dans la conscience des artistes au XIXe siècle et au XXe siècle. Et nos 2 héros, Picasso et Rodin, sont des incarnations parfaites de ce problème-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des œuvres peuvent être entreprises qui n'arriveront pas à leur terme, mais les artistes en tireront quelque chose d'autre que ce qu'ils espéraient pouvoir terminer. D'autres œuvres sont très difficiles à terminer, et donc il faut avouer l'échec. Et d'autres œuvres sont considérées comme parfaites alors même qu'elles ne sont pas terminées. Picasso disait des Demoiselles d'Avignon, elle est inachevée, mais on peut considérer qu'elle ne l'est pas. Donc il y a un caractère presque arbitraire. Peut-être la conscience de l'artiste est en décalage avec notre propre ressenti de la situation. Nous pouvons considérer que les Demoiselles d'Avignon, c'est une œuvre purement et parfaitement achevée. Mais dans l'œil de Picasso, non, il lui manquait peut-être quelque chose. Autrement dit, le processus peut ne jamais se terminer. Et là, on peut convoquer le psychanalyste qui dit peut-être qu'achever une œuvre, c'est en quelque sorte se rendre compte que l'impuissance sera au-delà, que je n'aurai pas la force de recommencer ou pour recommencer aussi bien, et qu'il faut donc que je dois garder en réserve quelque chose, et que cette œuvre-là, elle demande encore à être améliorée, à être perfectionnée. Le perfectionniste est évidemment
une tendance tragique de l'inachèvement. Mais l'autre côté, c'est l'expérimentation. Et les déclarations de Picasso sont extraordinaires là-dessus. Il dit achever, finir une œuvre, finir une peinture, quel non-sens. Et ça va ensemble avec les accidents, essayer de les éviter, c'est impossible. Ce qui est accidentel, révèle l'homme. Voilà toutes sortes de combinaisons de facteurs qui montrent qu'un processus de création n'est jamais linéaire. S'il est linéaire, vous connaissez la fin et vous tirez le processus par sa fin et aujourd'hui on le confierait à un robot. Non, là c'est être capable de jouer avec les états successifs d'une œuvre sans qu'il s'enchaîne de manière pure et parfaite comme une sorte de graduation vers une fin qui est espérée à coup sûr. Ça n'est pas comme ça qu'il travaille. Parfois des œuvres sont faites de manière très rapide parce qu'ils se sont constitués des stocks, ils ont une réserve d'idées et ça peut aller très vite. Mais d'autres œuvres, ça n'est pas du tout le cas. Donc le clavier de possibilités des artistes, surtout dans la modernité, est tout à fait étonnant. Et surtout, reconnaître qu'une œuvre n'est pas achevée, mais qu'elle vaut la peine d'être considérée comme telle, voilà qui fait en quelque sorte la différence avec un état très antérieur de la situation des artistes. On vient de parler d'inachèvement et effectivement, quand on pense au chef-d'œuvre inconnu de Balzac, on a cette idée que le travail créateur ne peut jamais s'achever et que c'est un absolu, que l'idée d'achever une œuvre est, comme le disait Picasso lui-même, un non-sens en fait, qu'on n'arrive jamais à une œuvre parfaite, achevée et qu'au contraire, c'est cette démarche créatrice qui est intéressante pour l'artiste, c'est ce fil directeur qui conduit la création d'étape en étape. Et cette référence au chef-d'œuvre inconnu nous permet d'introduire la figure de Balzac, qui était une figure commune pour Picasso comme pour Rodin. Picasso connaissait très bien le monument à Balzac de Rodin dès sa création en 1898. C'est la première œuvre qui va introduire l'exposition au musée Picasso. C'est la première œuvre que va rencontrer le visiteur quand il va s'avancer dans la première salle de l'exposition. Et c'est une œuvre à laquelle Picasso va plusieurs fois se confronter. Il se confronte au monument à Balzac en arrivant à Paris en 1900. Rodin est sur le devant de la scène, il expose son plâtre monumental de Balzac en plein cœur, en plein centre de sa rétrospective Rodin au pavillon de l'Alma. Picasso va connaître jusqu'aux caricatures du monument à Balzac, qui sont les caricatures d'Hans Lerche, qui assimile ce monument à un phoque, une otarie que va dessiner Picasso, et va revenir dans les années 50 à la figure de Balzac à travers le monument de Rodin. On pense que Picasso a très certainement visité l'exposition Balzac et Rodin qui était donnée au musée Rodin en 1950 et qui montrait toute la série des têtes de Balzac sculptées par Rodin pour son monument. Est-ce que cette figure de la création à travers Balzac vous permet aussi d'avoir une réflexion sur ce travail créateur chez Picasso et chez Rodin? Oui, il y a peut-être deux motifs. Il y a le motif d'abord du chef-d'œuvre inconnu qui est pénétré dans ce qu'est le mystère de la création artistique. Avec ces figures, c'est un roman, un très court roman, un format d'une nouvelle qui est magnifique parce qu'on voit trois personnages, le jeune Poussin, un peintre qui tente d'achever une œuvre ou qui a achevé une œuvre, mais le vieux maître Fraunhofer, donc la troisième génération vient et termine l'œuvre en disant non, ça ne va pas, je vais vous la terminer, autrement dit, je vais l'améliorer, et sur une figure féminine. Et puis Fraunhofer lui-même a du mal à finir sa propre œuvre, qui est une œuvre sur laquelle il travaille depuis 10 ans. Donc le motif de l'inachèvement est obsessionnel là. Et les deux jeunes collègues, Porbus et Poussin, lui proposent de peindre la femme de Porbus, un magnifique modèle, et Fraunhofer est enthousiaste, et puis se trouve, et il termine très rapidement cette fameuse œuvre qui a pris 10 ans pour être achevée, et quand on dévoile le résultat, on ne voit qu'un pied
pieds et des couleurs dans tous les sens, des taches de couleur, des traits de couleur. Tout le reste est une sorte de mer de motifs totalement inachevés. Et simplement ce pied apparaît de la Belle Noiseuse, qui est cette œuvre que Fraunhofer voulait achever. Et donc on concentre là à peu près toute l'équation. Certains terminent des œuvres, mais elles ne sont pas assez terminées. D'autres veulent apprendre comment achever. Et le troisième, qui a une réputation considérable de très grand artiste, est néanmoins tenu et hanté par le motif de la perfection et finit par sombrer dans l'impuissance créatrice pure et simple, tout en pensant avoir atteint la perfection. Et son atelier brûle et il meurt ensuite. Bref, c'est une quintessence. Et ça, c'est le premier aspect. C'est en quelque sorte les thématiques qui a tellement fasciné Picasso et certainement Rodin aussi, puisque tous ces trois personnages étaient troublés par ce que c'est que l'acte créateur. Ils voulaient comprendre à nouveau comment eux-mêmes s'y prenaient pour créer. C'est toujours la même question. La réflexivité fait partie du système de travail des artistes, surtout quand ils veulent se lancer des défis et ne jamais se répéter. Mais le deuxième motif, c'est évidemment l'œuvre de Rodin elle-même, qui a été un chef-d'œuvre absolu et en même temps un scandale, puisque la commande de la Société des gens de lettres a tout de suite troublé les commanditaires. Personne n'a rien compris. Rodin était parti, et ça a dû beaucoup intriguer Picasso, était parti sur une hypothèse naturaliste. Je vais étudier des figures qui s'apparentent à celles de Balzac, des personnages. Je vais reconstituer, comme par une sorte de méthode de profiling, je vais reconstituer un Balzac naturel, presque idéal, et qui colle à ce qu'on sait de Balzac. Et puis, au fur et à mesure que dans les 90 états successifs de l'œuvre, Rodin a avancé, il a bifurqué vers autre chose, vers presque un Balzac conceptuel représentant la force créatrice et un personnage qui n'avait plus une séduction, mais qui avait la séduction de la force créatrice pure et simple, et avec un visage massif et une robe de chambre et un corps très massif aussi. Enfin, c'était la représentation de la création d'une certaine manière, mais avec les traits qui pouvaient ressembler par ailleurs à ceux de Balzac. Et ça, c'est quelque chose que vous montrez dans l'exposition. Quand Picasso s'intéresse à Balzac, il s'intéresse à la fois à illustrer le chef-d'œuvre inconnu qui est reproduit, réédité par Vollard dans les années 30 et en même temps dans les années 50, Picasso veut s'inspirer de la tête du Balzac de Rodin. Et en quelque sorte se confronter avec ce problème, non pas pour reproduire quelque chose de l'œuvre, mais pour reproduire un processus qui a donné lieu à l'œuvre. Ça, c'est une des définitions de la vérité. Il y a deux définitions de la vérité. La définition imitative, j'imite le réel et j'essaie d'en reproduire une vérité. Et la définition plus profonde, c'est j'essaie d'imiter le processus, ou de reprendre le processus d'engendrement de ce qui a donné lieu à un résultat. Et je pense que Picasso est typiquement dans cette deuxième posture. Oui, tout à fait. Et Picasso connaissait toutes les étapes en fait. Il ne connaissait pas simplement le Balzac monumental tel qu'on connaît dans sa version en bronze du boulevard Raspail, mais il connaissait aussi le Balzac nu au gros ventre. Il va aussi représenter cet état-là dans une estampe en 1952. Il connaissait aussi effectivement toute cette déclinaison de têtes monumentales qui vont l'inspirer pour ces séries de portraits de Balzac, à la fois en lithographie ou dans ses commandes pour les livres illustrés. Et ce qui est assez troublant chez Picasso comme chez Rodin, c'est qu'il y a cette assimilation à Balzac. Balzac comme symbole de la création. Picasso signe dans cet exemplaire du chef-d'œuvre inconnu qu'il offre à Paul Éluard pendant l'occupation Honoré de Balzac. Donc Picasso s'assimile lui-même à Balzac, et sur une photographie qu'on montre également dans l'exposition, on voit Rodin se draper en Balzac comme son monument dans sa robe de chambre. Donc il y a cette idée que Balzac incarne lui-même la figure de la création qui va être une figure dominante pour les deux artistes. Et ultime clin d'œil, pour ajouter à vos propos, Picasso a peint Guernica et a eu son atelier rue des Grands Augustins, 7 rue des Grands Augustins, où Balzac a écrit le chef-d'œuvre inconnu. Donc voilà, c'est une arche qui réunit ces trois figures magnifiquement.
Alors le dernier sujet que l'on voulait aborder, c'est la question de la représentation de la destinée humaine. Cet ultime défi que vont se lancer Picasso et Rodin pour d'un côté faire face à l'événement de Guernica pour Picasso en peignant la grande toile de Guernica, et pour Rodin cette autre grande composition qui est La Porte de l'Enfer. Donc ce sont deux œuvres majeures et magistrales qui sont toutes les deux exposées face à face au musée Rodin, et qui sont cette composition monumentale auquel les deux artistes vont se confronter. Oui, leur histoire est assez différente puisque Guernica a été créée, a été peinte assez rapidement, en 2 mois, mais avec un certain nombre de travaux préparatoires tout de même, alors que La Porte de l'Enfer, c'est un processus de 20 ans. Mais il y a des points effectivement communs qui sont, comme vous dites, la destinée humaine. Rodin travaille en quelque sorte avec en pensée le cas de Dante et de la Divine Comédie, en retenant l'enfer, probablement en pensant aussi à ce peuple de figures extraordinaires qu'on voit dans la chapelle Sixtine, le Jugement dernier de Michel-Ange évidemment. Il travaille aussi avec l'influence de Baudelaire, puisqu'un certain nombre de ses sculptures portent des titres baudelairiens. Et donc il cherche à représenter l'humanité, en quelque sorte dans un projet qui soit à la taille de ce qu'était la Divine Comédie ou Les Fleurs du Mal d'une autre manière. C'est une œuvre dans laquelle il met beaucoup de lui-même, et littéralement il produit beaucoup de figures. C'est un peuple de figures, c'est un monde en soi, et l'œuvre va être très paradoxale parce que si on la relie à ce que nous avons dit de l'inachèvement tout à l'heure, l'œuvre sera une matrice d'engendrement de 200 figures qui vont vivre leur vie propre, et il n'en gardera que quelques-unes dans la Porte de l'Enfer elle-même, qui sera progressivement vidée au centre de ce qu'il a peuplé au départ. Donc le processus, comme nous l'avions déjà dit, n'est pas du tout linéaire. Et Rodin peut revenir sur cette décision-là. Dans le cas de Picasso, c'est une œuvre qui a aussi une histoire, parce qu'il y avait une commande au début de l'année 1937 de la part du gouvernement républicain espagnol pour la grande exposition de 1937. Les expositions universelles sont toujours un moment clé dans nos histoires. Et c'est après avoir appris le bombardement et le drame de la ville de Guernica par les forces nazies et fascistes italiennes sur la demande et la commande en quelque sorte d'exécution du gouvernement nationaliste ou des nationalistes espagnols, que Picasso a décidé qu'il relèverait le défi et qu'il ferait cette œuvre, qui est très très vaste aussi, qui a des proportions inhabituelles dans l'œuvre de Picasso. Et donc il change en quelque sorte, il passe dans une toute autre direction, et pour représenter la destinée humaine à partir d'un certain nombre de motifs. Ça a beaucoup intrigué d'ailleurs les historiens d'art. Hans Belting, Herschel Schipp, Rudolf Arnheim ont consacré des monographies à cette œuvre pour savoir comment on pouvait composer un tout avec des figures qui peuvent s'autonomiser. Et donc c'est cette dialectique très subtile entre l'interaction entre toutes les parties sans que ça fasse une totalité organique. Parce que les parties doivent représenter chacune quelque chose du drame, et c'est leur confrontation, leur frottement entre elles et leur interaction entre elles qui crée cette puissance expressive de l'œuvre entière. Et je pense que La Porte de l'Enfer, si elle a une unité en tant qu'œuvre, elle la détient aussi comme ça, à la fois par la présence et par l'absence d'un certain nombre d'œuvres. Donc on a ce problème de qu'est-ce que c'est que composer une totalité qui soit une étape nouvelle dans un travail et qui en même temps permette à des motifs individués d'exister et d'avoir du relief. Vous allez très, très justement parler de La Porte de l'Enfer comme matrice, en fait, de cette puissance matricielle d'œuvres qui vont s'autonomiser, que Rodin imagine d'abord de façon individuelle pour son projet de Porte de l'Enfer. Et le penseur qu'on a juste derrière nous en est un très bon exemple. On a cette œuvre iconique qui va petit à petit s'autonomiser par rapport au projet de Porte de l'Enfer, acquérir un statut d'icône et être fondue à l'échelle monumentale en bronze par la fonderie Eugène Ruddier. Absolument, et l'œuvre figurait au sommet de La Porte de l'Enfer.
et elle est un des sommets de l'œuvre tout entière de Rodin, une des œuvres les plus connues de Rodin qui lui a assuré une gloire immortelle.